Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 21 septembre 2023. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous êtes avec nous, si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, il est l'heure de retrouver le président des analyses techniques, monsieur Daniel Cohen-Delara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Daniel, je suis content de vous retrouver en chair et en os sur le plateau de TV Finance depuis le temps qu'on échange à distance. Vous le savez Daniel, le monde du trading est un véritable panier de crabes où l'on trouve à boire et à manger, certains se disant experts alors qu'à l'aune de leur performance le doute est plus que permis. Toujours est-il qu'il est toujours passionnant de rencontrer et d'écouter le président d'une corporation. Et avant de vous rentrer dans le détail de votre présence sur notre plateau, c'est-à-dire l'écriture, la diffusion, l'édition de votre dernier livre, Le pouvoir d'Ishimoku aux éditions JDH, Daniel, qui êtes-vous ? Alors, j'ai un parcours qui est assez atypique par rapport aux traders, aux analystes, puisque moi je viens complètement du monde de l'entreprise, savoir que j'ai passé une trentaine d'années dans le secteur de redressement d'entreprises en difficulté. D'accord. Et j'ai fait plusieurs reprises sur des PME industrielles de plusieurs centaines de personnes. Donc cette période s'est arrêtée il y a une douzaine d'années, et il y a une bonne douzaine d'années, et eh bien j'ai commencé à m'intéresser à la bourse. Ok. Et quand on s'intéresse à la bourse, Daniel, donc on comprend que vous êtes un homme de chiffres, un homme d'entreprise, un homme d'entreprise, un homme de défi, par la force des choses, donc un homme objectif, où la prise de décision est extrêmement importante et mesurée. Par la force des choses, dans cet univers, dans cette palette, la palette de méthodologie, de formation en analyse technique est extrêmement large. Pourquoi avoir choisi Ishimoku ? Alors mes débuts en tant qu'investisseur boursier ont été piteux. Faut bien le dire. Comme 93% des gens qui font du trading. Et eh bien, j'ai cherché comment m'en sortir. Et ça a été la rencontre avec la méthode Ishimoku, qui m'a, comme souvent cela arrive aux gens qui démarrent, m'a un peu dérouté, parce qu'on en parlera peut-être. On est dans un schéma de pensée qui est différent de celui de l'analyse technique classique. Et pourquoi ? L'analyse technique classique travaille sur les extrêmes de marché. Un support, c'est un extrême vers le bas. Une résistance, de la même manière. Un canal, eh bien, les cours vont du haut au bas du canal, mais donc le haut du canal, c'est un extrême, le bas est un extrême. L'analyse Ishimoku, elle ne travaille pas sur les extrêmes, mais plutôt sur les niveaux d'équilibre du marché. Lorsque vous avez un certain nombre de lignes dans la méthode, et chacune représente un niveau d'équilibre, ce que j'appelle un niveau d'équilibre, c'est un niveau autour duquel les cours ont tourné pendant un certain temps. Ça veut dire aussi que lorsque le marché est dans des phases d'incertitude, il va venir se réfugier sur ces niveaux d'équilibre. Et j'ai un excellent exemple qui est très récent, c'est tout simplement notre CAC national. Je donnais depuis un certain temps un niveau qui était à 7188, qui était un niveau hebdomadaire Ishimoku, qui était un niveau majeur, un niveau d'équilibre majeur. Et ces derniers temps, dans des périodes un peu, je veux dire, porte de saloon, en ce moment, eh bien, on regarde qu'on est venu tester à plusieurs reprises ce niveau de 7188 et que les acheteurs étaient présents sur ce niveau-là. Ce n'est pas un hasard parce que cela correspond à une des qualités de la méthode qui est le fait de se rapprocher le plus et le mieux du fondamental, de la réalité d'une entreprise, de la réalité d'un marché, de la réalité d'une économie. Et c'est la grande force de la méthode qui est justement de regarder quels sont les niveaux d'équilibre. Ce sont les niveaux, si on les franchit, ça a une signification. Si on les franchit, donc on passe vers le haut. Cela veut dire que par rapport à l'équilibre précédent, eh bien, on va faire mieux, on va monter. Exactement la même chose dans l'autre sens. Et à ce moment-là, cela donne la direction que va probablement prendre le marché. Ok, avec cette... donc on comprend... comment est-ce qu'on travaille cette technique avec les outils classiques de l'analyse technique ? C'est possible ou pas ?
Alors, je pense à Fibonacci, je pense aux vagues d'Elliott, je pense... Alors, moi, j'ai développé avec le temps une méthode personnelle, et puis je suis quand même président de la FAT, donc je défends l'analyse technique et tout ce qui concerne l'analyse technique. Bien sûr. Et j'ai mis au point une méthode qui n'est pas très compliquée, qui justement utilise les outils d'Ishimoku et les outils de l'analyse technique classique, notamment les bandes de Bollinger que j'ai retravaillées, et j'explique, il doit y avoir une petite dizaine de pages dans le livre, et qui donnera au lecteur une vision des bandes de Bollinger qui est très différente, notamment de celle qu'a donnée dans son livre Monsieur Bollinger. Et pourquoi elle est si différente que ça? Très rapidement, quelques mots, Daniel, vous pouvez nous dire? Je travaille véritablement à l'impulsion. Donc je considère 4 phases, une phase de squeeze, une phase où il ne se passe rien sur le marché. Tout d'un coup, il y a une impulsion, on passe en phase 2, et puis l'impulsion va vers la fin, ou à la fin de cette phase, on a fait déjà le gros de ce que l'on pouvait attendre de l'impulsion, et on voit d'ailleurs, quand on passe de la phase 2 à la phase 3, les volumes, il y a une pointe de volume. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment des traders de phase 2. La phase 3, c'est la phase de maturité de l'impulsion, et la phase 4, eh bien, on est passé d'un niveau d'équilibre à un autre niveau d'équilibre, qui correspond aux conséquences de ce que la nouvelle qui a été à l'origine de l'impulsion fait sur la valeur de l'actif. Et la nouvelle, elle est fondamentale uniquement? Elle est fondamentale, bien entendu, puisque c'est en fait là où l'ensemble des acteurs de marché se retrouvent pour déterminer quel est le nouveau niveau de prix ou quelle est la nouvelle zone de prix, avec des bandes de Bollinger qui se mettent à plat et qui montrent la réduction aussi de la volatilité. Et alors, Daniel, on peut même plus parler d'émergence, mais de l'importance du trading algorithmique. Est-ce qu'on peut encore parler de rencontres entre acheteurs et vendeurs, etc. Est-ce que finalement tout n'est pas déjà si robotisé que finalement, par la force des choses, doit plus être en réaction qu'en anticipation? Alors, là aussi, il faut distinguer quelles sont les unités de temps sur lesquelles on travaille. Le phénomène des robots, bien sûr, il existe, mais il est certainement plus fort sur certains produits qui se traitent certainement plus à court terme, sur des gros marchés, des marchés de fort volume, mais sur les actions, le phénomène, il est quand même beaucoup plus faible, et sur le long terme, je ne suis pas sûr qu'il présente énormément d'intérêt pour les robots, parce qu'ils ont tout à faire sur le court terme. Donc pourquoi aller prendre des risques supplémentaires en essayant d'agir sur le long terme? Ok, Daniel, cette méthodologie, cette technique est appliquée à toutes les unités de temps, court terme, moyen terme, long terme, et sur tous les produits financiers? Alors, comme pour l'analyse technique classique, Ishimoku est un mode de traitement de l'information, de traitement des prix. Au lieu de regarder des extrêmes et des figures qui sont que je suis, on en parlera peut-être, là on va regarder des niveaux d'équilibre. Donc des niveaux autour duquel on tourne. Donc quelle que soit l'unité de temps, c'est-à-dire que si je me mets en horaire et sur les heures précédentes, on a tourné autour de quel niveau de prix. Et à ce moment-là, vous allez appliquer. Et une des autres forces d'Ishimoku, c'est le fait de travailler sur 2 ou 3 unités de temps, qui permet à l'investisseur à la fois de regarder sur l'unité de temps basse quelle est la volatilité, et j'applique très volontiers les bandes de Bollinger sur l'unité de temps basse, et puis je regarde ma stratégie sur les unités de temps plus importantes, et sur mon graphique, ce qui est un tout petit peu différent de l'analyse technique puisque ça n'existe pas, j'ai mes obstacles, comme vous disiez au début de l'entretien, j'ai mes niveaux qui seront éventuellement des niveaux futurs, qui sont, si je prends des actions où je travaille sur le daily, ce seront les niveaux hebdomadaires et les niveaux mensuels. Sachant qu'un niveau d'équilibre hebdomadaire va être très important pour un investisseur moyen-long terme, et les niveaux mensuels, sera pour l'investisseur type PEA, par exemple, c'est un niveau de temps par rapport à on sait que les gens restent au moins, généralement, à peu près 6 mois minimum, il faut avoir la vision mensuelle pour savoir dans quel cadre long terme ou très long terme on se trouve, et les obstacles et la volatilité liées à chacune des unités de temps. Et ça, c'est une des grandes forces que l'analyse technique classique ne peut pas
ne peut pas proposer. Alors justement, dans votre livre, il y a une phrase que j'ai retenue et qui me semble et qui résume ce que vous venez de dire. J'ai l'impression, selon moi, vous dites Ishimoku propose une approche du futur en déterminant les obstacles que devraient rencontrer les prix en fonction des mouvements passés, en incluant une forte prise en compte de la volatilité. Avec cette phrase, Daniel, quelles sont les 5 lignes que Ishimoku Alors, vous avez les 5 lignes. Elle représente des niveaux d'équilibre en fonction du temps. On avait la première, la plus courte, la Tenkan, c'est l'équilibre sur 9 périodes. C'est le guide des cours à court terme. D'accord. Et un mouvement qui est en harmonie avec sa Tenkan sera un mouvement qui va se développer harmonieusement et qui, en quelque sorte, va donner de la sécurité à l'investisseur. Tant qu'on est en liaison proche, on tourne autour de cette ligne, eh bien l'investisseur, il est tranquille, il peut dormir tranquille. Le mouvement est bien établi à court terme. Et l'amplitude est importante, ce qui fait qu'on peut ne pas être le nez rivé sur son écran et laisser un petit peu de temps avant d'observer un mouvement à la hausse ou à la baisse ou un changement de latitude. Par rapport à l'unité de temps sur laquelle on travaille. Oui, okay. Tout à fait. Et même dans le court terme, du coup, ça va très vite. Du coup, vous dites 9 périodes. De toute façon, quand on travaille le très court terme, il y a intérêt à ne pas être très éloigné de ces écrans, parce que là, il peut y avoir des soucis. Et en plus, la méthode permet de déterminer les phases de surachat et les phases de survente. Et de la même manière, la deuxième ligne, qui est la Kijun, c'est à peu près le même schéma, mais sur un équilibre sur 26 périodes. Ce qui, à l'époque de la création de la méthode, correspondait au mois boursier japonais. Donc là, ça donnait là, véritablement un guide sur le moyen terme. Et puis, il y a 2 lignes qui s'appellent la SSA et la SSB, qui sont des niveaux d'équilibre sur le plus long terme, 52 périodes par exemple, et puis une qui est la moyenne des équilibres du moyen et du court terme. Okay. Et puis une dernière qui est, je m'en suis aperçu avec le temps, qui est en fait la ligne fondamentale. C'est une ligne qui s'appelle la lagging span, qui est la clôture des cours dans l'unité de temps, retardée de 26 périodes. Et en fait, c'est... 26 périodes, qui est la période boursière japonaise, du coup, est-ce que... Tout à fait, oui. C'est-à-dire que si je prends l'exemple des actions, on regarde quel est le niveau de prix aujourd'hui par rapport au niveau de prix il y a un mois. Clairement, si le niveau de prix est au-dessus, ça veut dire qu'on est, par rapport à il y a un mois, c'est qu'on est plutôt dans un schéma haussier, et réciproquement. Et puis les obstacles que l'on avait à l'époque, eh bien, cette ligne va les rencontrer. Donc, va nous annoncer des obstacles futurs que l'on va rencontrer. Et si, il y a un mois, on était dans une zone de forte résistance, eh bien, il va falloir la franchir. Aujourd'hui aussi. Mais donc, ce que vous dites, c'est que les obstacles de la période analysée précédente sont les mêmes que l'on retrouvera au cours de la période futur à venir. Ils existent. On a réussi à les franchir, mais leur influence demeure malgré tout. D'accord. Puisque c'est des lignes de résistance, c'est résistance et support en gros en quelque sorte. C'est des résistances et supports à la méthode Ishimoku, c'est-à-dire une résistance, c'est un équilibre. On est en dessous de l'équilibre, si c'est une résistance, donc on est en dessous de l'équilibre du passé. Ça veut dire donc que l'on est dans une tendance qui était baissière. Si on franchit la ligne, eh bien ça veut dire qu'on repasse au-dessus, on repasse dans un schéma qui est un schéma plus haussier, et ce qui permet à l'investisseur de dire, eh bien, quand je suis en dessous d'une ligne importante, surtout de moyen long terme, pour l'investisseur type PEA, eh bien, il est interdit d'acheter en dessous. Enfin, rien n'est interdit, mais alors le risque, il est quand même, il est très fort. Donc, ça permet d'éviter notamment les faux signaux, et ça permet d'éviter de rentrer en position sur des situations d'équilibre, que l'analyse technique ne voit pas. Ne peut pas percevoir. Et je vais quand même donner un excellent exemple qui est vraiment très caractéristique, c'est Microsoft il y a quelques jours. Et ça, je l'avais écrit précédemment, mais pour un Ishimoku, c'était facile. L'action est arrivée sur un très fort niveau, très fort niveau Ishimoku de résistance, et avec une configuration que je décris très largement dans le livre, et la probabilité de franchissement de cette configuration était très faible. Et effectivement, les cours ont échoué, et ils sont revenus sur un niveau, mais pile poil, sur un niveau d'équilibre passé,
Ce qui montre justement le fait que la méthode Ishimoku rapproche de la réalité du fondamental. On est venu sur ce niveau parce que, à la suite d'un échec, il fallait retrouver un niveau de consensus entre acheteurs et vendeurs. Et cette ligne Ishimoku qui s'appelle la Kijun dans la circonstance, eh bien, est la ligne d'équilibre lorsque l'on est allé trop loin, sur lequel on va venir se réfugier en attendant ou des jours meilleurs ou que effectivement le marché décide. C'est pas Ishimoku qui décide, c'est le marché qui décide et Ishimoku décrypte. Daniel, est-ce qu'il est possible est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le marché a toujours raison? Ah oui. Okay. Ah oui, ça, de toute façon, le marché a toujours raison. J'ai lu dans votre livre qu'il était possible de travailler à contre-tendance pour autant avec Ishimoku. Comment c'est possible? Alors, il est possible en analyse technique classique aussi de travailler en contre-tendance. Et dans un cas extrêmement clair, c'est lorsque vous avez une tendance, c'est que la tendance consolide. À ce moment-là, c'est le développement que je propose classiquement, c'est de travailler avec les retracements de Fibonacci. Et on peut tout à fait, lorsque on arrive à un moment où tendance haussière, il n'y a plus d'acheteurs. Il n'y a plus d'acheteurs, donc le marché repart à la baisse et on va essayer de retrouver un niveau qui va permettre à de nouveaux acheteurs, pour pouvoir alimenter cette tendance, de reprendre dans le sens de ma tendance initiale. Et c'est pour ça que j'ai également fait un développement important sur les retracements et les extensions de Fibonacci, en expliquant en particulier que si une consolidation s'arrête sur le retracement 38.2, c'est extrêmement sain, extrêmement bon, et un rebond, une figure technique de rebond, de retournement sur un 38.2 est un moment d'achat tout à fait privilégié, sauf si bien entendu on avait échoué sur un gros niveau Ishimoku. À ce moment-là, on peut toujours rentrer en contrarien, mais c'est ce dernier niveau qui avait provoqué la consolidation qui doit être l'objectif. Qui doit être l'objectif. Daniel, il nous reste très peu de temps dans votre intervention pour vous entendre. Ma dernière question, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de cette méthode? Alors, les avantages, le nom l'indique, le vrai nom c'est Ishimoku Kinkoyu, qui veut dire tout d'un seul coup d'œil. C'est-à-dire qu'avec un graphique Ishimoku, vous avez le passé, bien entendu, vous avez la situation dans laquelle se trouvent les cours à un moment donné, haussier, baissier, sans tendance. Vous avez les éléments correspondant à la volatilité. Et puis, avec les systèmes de projection dans le futur d'un certain nombre de lignes, eh bien, vous avez les obstacles qui vont se poser à l'actif dans le futur. Donc, ce qui permet de, en fait, cartographier le marché actuellement sur le passé et sur le futur. Donc ça, c'est le principal intérêt, c'est-à-dire que quand vous avez un graphique Ishimoku, vous voyez tout d'un seul coup. Mais cartographier le marché, c'est un atout extraordinaire quand on veut... Je ne vois pas d'équivalent. Je vois pas d'équivalent. Un inconvénient. S'il y en a. Oui, il y en a un. Elle est compliquée, cette méthode, non? Non. Et justement, j'explique dans le livre, alors comme tout, ça se mérite. Donc, oui, il faut passer du temps, oui, c'est sûr. Un peu de travail quand même. Et après, je définis dans le livre une petite dizaine de configurations que l'on retrouve toujours. Il y a toujours nombre d'actifs sur le marché qui se trouvent dans une des configurations que j'explique, que je décris, mais surtout que j'explique, et j'en explique les sorties probables et les conditions dans lesquelles on va sortir dans un sens ou dans un autre. Donc ça permet là aussi une forme de cartographie, et à la limite, je conseille au niveau du livre, aux investisseurs débutants, regardez ou travaillez avec ces quelques configurations qui sont totalement disséquées et faites-vous la main, les dents, vos premiers investissements avec Ishimoku et qui, à mon avis, seront plus favorables qu'en le faisant avec l'analyse technique classique. Alors le dernier point, est-ce que après un inconvénient, c'est lorsque vous êtes sur des plus hauts ou des plus bas historiques, Ishimoku ne donne plus d'informations.
Comme tout, que c'est normal. Si Fibonacci éventuellement, les extensions de Fibonacci pourraient éventuellement... Moi j'utilise exclusivement dans ces cas-là les extensions de Fibonacci. Et je ne connais pas véritablement d'autres outils qui soient performants, parce que ça marche pas mal quand même. Mais Ishimoku, non, ouais, d'accord. Oui, c'est ça, parce que de toute façon on se base sur le passé, a priori c'est une méthode empirique par la force des choses, c'est ça. J'ai plus de résistance, je n'ai que des supports. Donc je n'ai plus rien à casser. Donc je monte dans la terra incognita. Oui, c'est ça, en fait donc, on comprend bien qu'il Fibonacci qui a compris comment fonctionnait le cerveau humain. Oui, donc la psychologie humaine, volontairement ou involontairement, je ne sais pas. Avec beaucoup de travail, comme vous dites très certainement. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Daniel, Antoine. C'est moi qui vous remercie, Daniel. Daniel Cohen-Delara, président de l'Association française des analystes techniques, est avec nous aujourd'hui en plateau. C'est exceptionnel pour le noter et le dire, pour nous présenter son livre Le pouvoir d'Ishimoku aux éditions JDH. On marque une dernière courte page de publicité et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition du 21 septembre 2023. Tout de suite sur Tes Finances.